c'est la capacité à durer qui finalement va être la plus déterminante. On est dans un moment charnière, un point de bascule, parce que là, c'est une contre-offensive qu'on appelle du fort au fort. Il y a une concentration de moyens offensifs, les moyens ukrainiens, mais qui font face à une zone fortement défendue, donc avec des moyens défensifs importants du côté russe. Donc c'est une offensive qui prend plus de temps. Il faut déjà, dans un premier temps, c'est ce que les Ukrainiens avaient fait dès avril-mai, préparer le terrain, frapper dans la profondeur les dépôts logistiques, etc. Ensuite, on avait une deuxième phase, il faut s'infiltrer, percer les premières zones, les lignes défensives. On en arrive à ce point-là, c'est-à-dire qu'on a créé une brèche. C'est bien, mais ça doit être un point de bascule. Un point de bascule, pourquoi? Parce que du côté ukrainien, pour qu'il y ait un vrai succès, il faut exploiter cette brèche. Elle ne suffit pas en elle-même. Donc maintenant, il faut progresser dans la profondeur, faire tomber les prochaines lignes défensives. À l'inverse, côté russe, il faut endiguer cette brèche pour faire en sorte que le gain reste minime et qu'on en reste là et qu'en fait, il se passe un Bakhmout à l'envers. C'est-à-dire, on a eu une avancée tactique limitée, mais elle n'a pas pu être exploitée. Oui, indubitablement, on se dirige vers une guerre longue. En tout cas, ça a toutes les caractéristiques d'une guerre longue. C'est-à-dire que même quand on a une offensive ou une contre-offensive qui semble produire des effets, agir en surprise, comme ça avait été le cas à Kharkiv, ou avoir des effets symboliques importants, faire reculer le front russe, prendre une ville comme Kherson, on voit bien que ça ne fait pas s'effondrer l'adversaire. On est plutôt dans une guerre de long cours, d'attrition, où c'est l'alternance de mouvements offensifs et défensifs, et surtout l'épuisement physique et matériel des belligérants qui va amener la décision. Donc ça a toutes les caractéristiques d'une guerre longue. Et d'ailleurs, ne nous y trompons pas, dans le discours même des deux belligérants, on a eu un changement de paradigme. Dans les premiers temps, la Russie parlait d'offensive ou de la grande offensive qui devait, par exemple, pour la première offensive à l'Est vers Sévérodonetsk, amener à la reconquête du Donbass, terminer la guerre, etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. On parle vraiment de la temporalité actuelle, endiguer d'un côté l'offensive ukrainienne, de l'autre côté exploiter la percée, mais aucun des deux camps ne parle d'une action décisive. Et c'est tout à fait normal, puisqu'on n'est pas du tout dans ces caractéristiques-là. On est bien dans une caractéristique de guerre longue où c'est la capacité à durer qui finalement va être la plus déterminante. Alors l'adaptation, elle s'est faite différemment des deux côtés dans un premier temps. Puisque les Ukrainiens, quand on regarde leur doctrine, qui avait évolué entre 2016 et 2021, leur remontée en puissance s'était construite sur l'acceptation d'une guerre longue, puisque eux, ils voulaient, ce qui finalement s'est passé, en cas d'invasion russe, arriver à la stopper et faire passer les Russes dans une guerre d'attrition, donc dans une guerre de long cours, pour les épuiser, pour éviter justement que par un coup unique, comme l'opération spéciale était pensée à l'origine, eh bien, ils puissent tomber. Ce qui explique très tôt la mobilisation générale, la mobilisation de la société civile. À l'inverse, les Russes étaient plutôt partis pour une guerre courte, ce qui explique les défaillances logistiques des premiers temps, etc. Mais passé ce choc-là, mois après mois, finalement la situation s'égalise. C'est-à-dire que bien entendu que les Ukrainiens avaient prévu mobilisation de l'assistance militaire occidentale, mobilisation de la société civile, etc. Mais ça épuise dans tous les cas les hommes et les matériels. La Russie, elle, a agi en réaction, mais avec la mobilisation partielle, le recours aux stocks soviétiques et aussi une externalisation avec l'assistance militaire internationale iranienne, nord-coréenne et autres, eh bien finalement on a une égalisation progressive et là aujourd'hui on est rentré dans cette logique-là où après ce choc et cette différence d'adaptation initiale aujourd'hui, eh bien c'est mobiliser des hommes, du matériel, arriver à régénérer les forces et donc ce qui est déterminant aujourd'hui des deux côtés, au-delà des forces morales et de la capacité à durer, c'est vraiment cette assistance militaire internationale qui est de plus en plus importante pour les Russes. Ils ne l'ont pas eu dans un premier temps parce qu'ils avaient beaucoup plus de stocks et parce que la communauté internationale était moins mobilisée en leur faveur. Donc, ça a été plus par des contrats, par exemple pour l'aide iranienne, moins visibles. Les Ukrainiens, c'était dans leur stratégie, c'était plus visible. Mais maintenant, c'est vraiment cette capacité à durer et le point névralgique, au-delà de la mobilisation des hommes, de l'utilisation des matériels, c'est bien cette externalisation et cette fourniture constante de moyens. On peut dire qu'elle est à la hauteur pour deux raisons. Parce qu'elle n'a pas cessé malgré plus d'un an et demi de conflit, parce qu'elle s'est aussi adaptée aux besoins des Ukrainiens, et malgré les frilosités initiales, les gaps ont progressivement été franchis les uns avec les autres. Le problème maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'essoufflement, et ça c'est très important de le constater, puisqu'on parlait beaucoup avant ce conflit de la frilosité européenne, du manque de volonté européenne ou occidentale au sens large. Ce n'est pas le cas, la volonté elle est toujours là, elle est toujours affermie, que ce soit du côté américain ou du côté européen, pour le moment. La problématique, c'est plutôt un essoufflement qui est nécessairement
quantitatif, mais ça va pas être en type de matériel. On voit qu'après, donc, les systèmes d'artillerie, ça a été les chars. Ensuite, après les chars, maintenant, c'est les avions. Le problème, c'est plutôt le quantitatif dans la durée. Le qualitatif, il a l'air de se faire progressivement, mais c'est forcément, on a moins de stock. Et puis, tout ce que vous donnez, eh bien, vous ne l'avez plus, c'est logique. Mais puisque vous ne pouvez pas le reproduire, puisque les industries d'armement ont besoin de remonter en puissance et n'étaient plus adaptées à ce type de volume, vous pouvez pas le produire en même quantité. Donc, en fait, si l'essoufflement il y a, il sera quantitatif du fait, eh bien, des problématiques de production industrielle plutôt que politique ou dans la volonté d'aider.